Alors, merci pour les Bonjour André, questions et merci à toi pour pour le l'invitation. rendez-vous. C'est C'est en un plaisir. français. Nous avons analysé, discuté les questions en français. Pour moi, c'est un début. Non, Avec un bon oui, français. oui. Alors, la France et les Gilets jaunes, comment l'expliquer le mouvement? Parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup de personnes d'analyse qui veulent comprendre l'origine, le phénomène de mouvement. Le mouvement est intéressant. Moi, je ne peux pas comprendre les conséquences de mouvement, l'origine du mouvement. La- à vrai dire, la question c'est est-ce que les gens en France comprennent le mouvement déjà des Gilets jaunes. C'est vrai, on en parle, même les analyses françaises s'opposent. Euh, Ce qu'il faut voir dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui a éclos, qui a explosé en décembre, Mhm, mais qui fait suite quand même à 15 ans de mobilisation générale. On a mhm. eu un mouvement qui a démarré déjà sous Nicolas Sarkozy, pour revenir quand même à une histoire assez récente. Oui. Nicolas Sarkozy, avec la réforme des retraites, avec une forme de libéralisation de la société, avec un retour sur les valeurs fondamentales Mhm, de la France, de cet État-providence construit après la Seconde Guerre mhm, mhm. mondiale, euh, on a vu un mouvement social apparaître à ce moment-là qui était un mouvement social classique, les forces de gauche Oui, 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 oui. contre un gouvernement de droite. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est une phrase assassine de Nicolas Sarkozy, de son gouvernement, qui était 3 millions de personnes dans la rue, ce Oui. n'est pas la rue qui commande. C'est-à-dire, peu importe l'ampleur du mouvement social, c'est le gouvernement qui décide. Et ça, je pense que ça a énormément clivé la population, entre Oui. ceux qui voulaient continuer la lutte et entre ceux qui voulaient continuer la transformation de la société en donnant le pouvoir à l'État. On a eu ensuite un revirement avec François Hollande, qui a été élu non pas pour ce qu'il est, parce qu'il aurait dû gagner avec 80% d'avance, vu la crise anti-Sarkozy, mais qui a continué, qui a un petit peu arrêté les réformes de Nicolas Sarkozy, mais qui a continué dans Mhm, une forme de mhm. libéralisation de l'État, ce qui a fait que beaucoup de personnes en France ont perdu leur positionnement politique un peu. Mhm, De gauche, de droite ne voulaient plus vraiment rien dire avec ce qu'on appelait les sociodémocrates, mhm. parce qu'on avait une continuation d'une politique un peu libérale sous un gouvernement de gauche. Cette crise du politique, du positionnement de l'individu dans la politique, a amené réellement à une remise en question des forces politiques classiques avec l'élection d'Emmanuel Macron. Banquier d'affaires, ministre sous François Hollande, qui s'est présenté un petit peu comme on l'a appelé le Zelensky français, Oui, ou oui. l'inverse, le Macron ukrainien, mais qui s'est présenté vraiment comme ce candidat anti-système qu'il n'était pas, parce qu'il Mhm, appartenait quand même à des élites économiques et des élites politiques, mais qui s'est présenté comme celui qui n'appartenait pas, en tout cas, au clivage gauche et droite. Élu, une majorité écrasante, élu aussi parce que opposé aux nationalistes et au nationalisme avec Marine Le Pen, et qui poursuit maintenant une politique encore de libéralisation mhm. entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy pour les thèses libérales, avec des mesures, les premières mesures phares, alors qu'il était censé ramener quand même le pouvoir d'achat aux Français, ramener de la croissance, avec des mesures qui ont été très critiques. Suppression de l'impôt sur la fortune, qui n'amenait pas grand budget dans l'État, mais qui était très important. Mhm, mhm, Il, il a déçu. Il a déçu. mhm, Et donc toute cette critique qu'il y a eu, qui a monté comme ça pendant 15 ans, a explosé parce qu'il a touché cette fois au portefeuille de tous les Français. mhm, On n'était plus sur une crise sociale, on était sur une crise économique. Il a touché le revenu des classes moyennes. mhm. Et les classes moyennes, dans tous les pays, c'est le moteur. En faisant ça, en aggravant les inégalités entre riches et pauvres, il a forcément choqué ceux qui attendaient de lui, non pas des mesures de gauche, mais des mesures qui solliciteraient la croissance de ceux qui travaillent, entre guillemets, comme ce qu'ils appellent. Mathieu, un peu dit que ce mouvement, cette situation a changé le paysage politique Le paysage politique était changé avant, mais avant. il a accentué le changement. Ah, Emmanuel Macron, c'est l'exemple d'un paysage politique changé. comme Zelensky. Comme Zelensky, On peut en comme la comparer. Ligue du Nord, comme la Ligue et le mouvement 5 étoiles en Oui, Italie. oui, oui. C'est quand même des gens qui sont élus en disant clairement nous n'appartenons à aucun camp. Mhm, mhm, Et de qui on attend énormément de réformes, mhm. mais qui finalement appartiennent à un camp quand même. Oui, oui. À un camp qui est celle des élites économiques Oui, et oui, des oui. élites politiques. Donc c'est ce qui a déçu. On a attendu tellement une forme de Jésus-Christ revenu sur terre, mais qu'on est incapable. Il s'est christisé lui-même, il s'est transformé en Christ un peu dans sa Mhm. manière d'être. Et il a énormément déçu. Et c'est ça qui a fait exploser. Et les personnes qui jusque-là avaient arrêté un petit peu d'être politisées se sont repolitisées via lui, on a entendu. Mhm, Et quand elles ont été touchées mhm. dans leur pouvoir d'achat, dans leur croissance, elles sont descendues dans la rue. Mais elles sont descendues dans la rue sans être politisées. C'est-à-dire qu'elles n'appartenaient pas au mouvement général de gauche, souvent, de contestataires qu'on trouvait
habituellement. Et quelle est votre opinion sur le futur de ce mouvement? Après maintenant, les négociations, consensus entre Macron et entre l'opposition, quel futur de ce mouvement? Et généralement de l'institution politique. C'est très compliqué. On pensait au départ que c'est un mouvement qui n'allait pas durer. Mhm. Ça fait 4 mois qu'il est dans la rue. Il avait 75% de soutien au départ. Maintenant, il a un soutien assez faible. Il n'y a plus que 20 000 personnes. Le week-end dernier, 20 000 personnes. On ne sait pas ce que ça va donner. Ce qui est le plus important, ce n'est pas de voir ce que le mouvement lui-même va donner. On est en France, il n'y aura pas de révolution. C'est un mouvement qui a été assez violent, ce qui n'est pas la majeure partie de la France. Les Français ne veulent pas cette violence, mais malgré tout, elle est présente dans la rue. Mais la contestation est toujours là. La contestation est toujours là. Les gens ne sont pas satisfaits. On l'a vu dans le grand débat national qui a été fait par Macron. Ceux qui ont participé, c'est l'électorat classique de Macron. Oui, oui. Ce n'est pas les Français. Les Français sont toujours contestataires. Qu'est-ce que ça va donner? C'est le risque, c'est que l'extrême droite va gagner. C'est le risque majoritaire, parce que c'est ce qui se passe dans tous les pays d'Europe. La gauche est incapable de fédérer autour d'elle la contestation. Elle n'est plus capable. L'extrême gauche, Mélenchon, qui était à presque 20%, il a 12%, 10%. Mais le Front National fait maintenant combat égal avec Macron pour les élections européennes à venir. On est à 20-25%, on ne sait pas l'un ou l'autre, on ne sait jamais qui va gagner. Et ça, c'est le vrai risque. C'est que tous ces contestataires, ne trouvant plus ni à gauche ni à droite une solution, filent à l'extrême droite parce que le centre, celui qui est en dehors, n'a pas réussi à répondre. Et on le voit dans tous les pays. On l'a vu aussi en Italie, on le voit en France, en Espagne, aussi. Voilà, en Espagne, je voulais dire. L'Europe. Vous savez que ce mois seront les élections en Europe. Toute l'Europe disparaît, oui. Et il y a une crise d'identité. Je sais que vous êtes spécialiste à ce secteur. Dans quel contexte se trouve l'Europe à la veille des élections? Perdu. Non, perdu pourquoi? Perdu parce qu'il y a des crises. Le Brexit, l'arrivée des populistes au pouvoir dans beaucoup de pays. Avant, il y avait un mouvement de contestation en Europe, il y a toujours eu. C'était le groupe de Visegrad. Des questionnements économiques, mais aussi identitaires politiques. C'est-à-dire, avec la crise des migrants qu'il y a eu, on a retrouvé ce groupe un peu Pologne, surtout Pologne et Hongrie en tête, très anti-migrants. Il y a donc le Brexit, le groupe de Visegrad qui s'est étendu maintenant avec l'Autriche, avec l'Italie. Viktor Orban, il veut utiliser, oui. Il l'utilise. Il a fait une tribune il y a peu de temps où il réutilise cette idée de Europe, alors qu'il a toujours été anti-européen. Maintenant, il revendique cette idée européenne, mais une autre Europe. Et ça touche énormément de personnes. Ça touche en France, ça touche en Belgique, évidemment, Belgique et Pays-Bas avec ces mouvements d'extrême droite. En Espagne, beaucoup, parce qu'ils sont touchés par la crise migratoire. Ils l'ont toujours été. Et perdu parce qu'il n'y a pas de réponse en face. Là est le vrai problème. Aucune réponse. Pas de politique de défense, pas de politique étrangère, ou alors très peu. D'ailleurs, qui est capable en Europe de donner le nom de Federica Mogherini, qui est en charge de la politique étrangère? Personne. On ne sait pas qui dirige, on ne sait pas comment diriger. Il y a l'union dans la diversité qui est la devise de l'Europe. L'union, oui, d'accord. L'action dans la diversité, on la questionne. Quelle est l'action? Il n'y a pas de mouvement européen pour l'instant. Il n'y a aucun mouvement européen. Les pays sont livrés à eux-mêmes, les pays changent, les pays sont touchés par le populisme. L'Europe n'y répond pas, si ce n'est pour être un petit peu méprisante, en disant que le populisme n'est pas une solution, mais quelle solution apporter? Et les gens sont perdus. Les gens ont perdu leur pouvoir d'achat avec la crise de 2008. Les gens n'arrivent pas à récupérer leurs richesses. Les gens n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. L'Europe n'apporte pas de solution. Les gouvernements des pays européens qui composent cette union n'apportent pas de solution, si ce n'est les populistes. Les gouvernements populistes. Des solutions qui sont bancales, des solutions qui n'ont pas de visée à long terme, mais des solutions qui, à court terme, en tout cas, plaisent. Ça touche au cœur, ça touche au cerveau, ça ne touche pas à la projection, mais ça touche en tout cas à l'homme qui a l'impression d'un changement. Et cette perte, elle est là. Et le populisme a dominé, oui, en Europe. Pour cette raison, les Italiens, par exemple, en Italie, Beppe Grillo a gagné. Beppe Grillo, c'est même pas lui qui a gagné au final, c'est Salvini, c'est la Ligue. Mais Beppe Grillo, qui était derrière, a utilisé. Maintenant, c'est allié, ce qui est impensable. C'est là qu'aussi il y a une perte, la perte idéologique. Quand on parle d'identité, on a tendance à penser que l'identité, c'est le racisme, l'ethnicisme. Non, l'identité, c'est le questionnement de la personne sur son groupe et de son groupe sur le groupe plus large. En Italie, on peut se poser la question du groupe politique. Oui. Beppe Grillo, mouvement 5 étoiles, censé être de gauche au départ,
censé être apolitique après, qui s'allie avec un groupe qui est clairement d'extrême droite, la Ligue du Nord, Liga del Nord, qui s'opposait aux Terroni du Sud. Comment on pouvait imaginer ça il y a 5 ou 10 ans? Là, on est dans une perte d'identité, c'est-à-dire que l'idéologie, qui est l'identité même d'un groupe, est perdue. On ne sait plus la droite, on ne sait plus la gauche, on ne sait plus ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Les groupes antagonistes auparavant s'allient. Ça montre qu'on a changé la notion d'identité politique. Maintenant, on est plus entre progressisme et populisme qu'entre capitalisme et solidarité, qu'entre conservatisme et progressisme social du socialisme européen. Quand je parlais de perdu, c'est ça, c'est que tout est perdu. L'homme ne sait plus. Il a peur de la vague migratoire, par exemple, il a peur de la perte de pouvoir d'achat, donc de l'économie, et il ne sait plus où se trouver. Et les mouvements politiques ne savent même plus, eux, sur quel terrain aller jouer. Et pour des élections européennes, c'est très dérangeant, parce que ces alliances, quelle alliance va donner l'Italie? La Liga del Nord, 32% je crois actuellement, un mouvement 5 étoiles, 20%. Le Parti démocrate de gauche, centre-gauche, 20% aussi. Mais s'il y a une victoire en Italie, Beppe Grillo, Liga del Nord, député européen, quelle va être la politique de ces députés européens? Donc ils vont amener, tous ces populistes qu'on voit en Europe, vont amener au sein du Parlement européen la perte de l'identité politique également. Ce qui peut être un danger pour l'Europe, parce que déjà que l'action de l'Europe est très difficile à construire, sans idéologie, sans ligne directrice, elle est perdue. Face à ça, il y a des menaces, États-Unis, Chine, Russie, Moyen-Orient aussi, avec l'Iran qui revient sur la scène internationale. Si on est sur de la géopolitique, donc cette perte de chaque individu de son identité se ressent au niveau de l'État, la perte des idéologies, et va maintenant arriver, puisque c'est la première fois qu'on a des élections en perte d'identité, va arriver au Parlement européen. Oui. La dernière question sur l'Ukraine, bien sûr, parce que je sais que vous analysez beaucoup la situation en Ukraine, vous connaissez le sens de la situation politique. On voit, je peux reconnaître que vous êtes envers journaliste, parce que vous habitez ici à Kiev et vous connaissez la situation. C'est très important. Parce que les autres journalistes étrangers, malheureusement, ils ne veulent pas ou ne savent pas la situation comme vous. Et on peut comparer Macron avec Zelensky. Le victoire. Macron, le victoire, la victoire peut-être. Peut-être, n'est pas les personnalités. C'est ça. Déjà, il y a quelque chose de commun entre Zelensky et Macron, l'absence de programme. Macron n'avait pas de programme. Macron avait un anti-programme, c'est-à-dire je ne suis ni de gauche ni de droite, donc je ne suis ni le gouvernement d'avant, ni celui encore d'avant, je ne ferai pas ces politiques. Quelle est la politique que je ferai? Je ne sais pas. Mais ce que je veux, c'est unir les Français. C'est quelque chose qu'il a beaucoup dit. C'est notre projet, c'était sa grande phrase, tout le monde se moque de lui pour ça, parce qu'il l'avait crié. Mais voilà, c'est un mème un peu politique. Zelensky, c'est la même chose, pas de programme, mais cette opposition au système d'avant, les enfants de Kouchma que représentait Timoshenko, Poroshenko. Proteste, Voilà, l'antisystème. Après, il y a une différence vraiment notable. Macron était un banquier d'affaires, il connaît très bien les milieux économiques. Ensuite, il a été un ministre de l'économie, il connaît le milieu politique. Zelensky, non. Zelensky est vraiment ce candidat qui n'arrive de nulle part. Est-ce qu'il avait des connaissances? Oui, il en a, évidemment, mais en tout cas, il y a cette différence notable entre les deux. Par contre, ce qu'il représente, c'est la volonté d'un peuple de sortir du système dans lequel il était. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut mettre en avant dans les deux cas. C'est la seule chose. Au niveau de l'identité, ça monte dans les deux cas. Oui, dans une orientation d'identification, oui. Comment analyser les élections alors, il y a plusieurs choses. En tant que spécialiste d'identité, je peux me focaliser sur l'identité. On peut parler aussi après de l'économie, on peut parler de beaucoup de choses. Mais au niveau de l'identité, qu'est-ce qu'il y a? Pendant 5 ans, surtout pendant les 2 dernières années d'ailleurs, parce qu'au début, on se souvient de vidéos du Conseil des ministres où les gens parlaient russe, la guerre entre Avakov et Saakashvili, voilà, tout se faisait en russe. Mais depuis 2 ans, on a quand même ce leitmotiv de Poroshenko qui était armée fois langue. On a cette volonté d'imposer une nouvelle identité. L'Ukraine a besoin d'une identité. Avec Maïdan, l'Ukraine s'est découvert une souveraineté. L'Ukraine s'est découvert quand même son existence en tant que nation, alors qu'avant il y avait 2 Ukraines, il y en a eu une, mais il y a toujours des questionnements internes. La politique de ces 2 dernières années a quand même été ce que moi j'appelle une carpatisation du pays.
C'est-à-dire qu'on crée une identité à partir d'une identité existante dans une partie du pays. Ce qui a toujours existé, mais avant entre deux, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Maintenant, on dit « nous serons ça ». Le pays entier sera cela. Le pays entier sera une langue, le pays entier sera une religion, le pays entier sera une culture qui vient des Carpates plutôt. On le voit avec l'arrivée de Bandera en tant qu'héros national. Oui, oui. Avant, on avait Shevchenko, plus Il y a mobilisateur. beaucoup d'exemples. On peut en trouver plein. Les héros, les festes par exemple. Et c'est problématique pour une bonne partie de la population. Est-ce que l'Ukraine doit parler ukrainien? Certainement. Oui. Est-ce que l'Ukraine doit parler ukrainien maintenant? C'est beaucoup plus compliqué. Et est-ce que celui qui ne parle pas ukrainien actuellement est un Ukrainien? Et le discours qu'on avait jusqu'à présent était quand même un peu de celui qui ne parle pas ukrainien, celui qui n'appartient pas au patriarcat de Kiev, celui qui n'appartient pas à cette culture un peu de l'Ouest, n'est plus ukrainien. Ce qui a été refusé, on le voit, ça a été une des raisons du refus, ça n'a pas été la seule. Séparatisme, par mais, exemple. Mais le séparatisme existe, et il peut être très politique, on le retrouve dans le Sud et l'Est. Un séparatisme politique est tout à fait légal, normal. Et ça a été un refus qu'on a vu, c'est une des raisons, une seule, mais une des raisons du vote aussi Zelensky, c'est refuser cette carpatisation. Parce que, est-ce qu'elle devait être faite? L'ukrainisation, oui. Il faut construire une identité de l'Ukraine. Il faut, et toute construction est forcément un peu illusoire, elle est forcément un peu fausse, mais il faut une idée ukrainienne. Par contre, ce qu'il faut, c'est quelle idée ukrainienne? Sur quel temps donné? Et vouloir l'imposer aussi fortement, aussi non segmenté, c'est-à-dire une seule partie devient le pays, a été une erreur certainement de Poroshenko et a perdu les Ukrainiens. C'est une erreur pour le système politique de Poroshenko, pas juste personnellement de Poroshenko, parce qu'il y a les autres politiciens qui eux vont gagner. Qui eux vont gagner en radicalisant les autres groupes. Et radicaliser de quelle manière? C'est-à-dire que ce séparatisme dont on parlait, qui existe toujours, qui n'est pas militaire, je ne parle pas du Donbass, mais le séparatisme qu'on trouve à Kharkiv, qu'on trouve à Odessa, à Kherson, eh ben, il va se radicaliser autour de l'idée pro-russe. On l'a déjà vu avec Boyko. Boyko, 10%, avec Vikul, 12-13%. C'est inimaginable. C'était inimaginable il y a 2-3 ans que les candidats ouvertement pro-russes puissent avoir ce score. Ça veut bien dire qu'il y a une perte aussi d'identité au sein du peuple ukrainien, parce que l'idée populiste de vouloir leur ramener une identité qui n'était pas la leur, ou en tout cas dans un processus qui n'était pas bon, radicalise les personnes, perdent leur identité, ne savent plus si elles doivent se sentir ukrainiennes en rejetant l'idée de construction nationale, ou l'ennemi, la Russie, malgré le fait qu'ils sont ukrainiens. Et perdre les populations sur cette idée d'identité, c'est rapporter du chaos. Le même chaos qu'on trouve en Europe, on peut le trouver en Ukraine. On le trouve un peu partout finalement. On le retrouve aussi aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains maintenant. On ne sait plus vraiment où se placer. Il y a une ségrégation. Vraiment, cette fois, on part même à l'extrême gauche, à l'extrême droite aux États-Unis aussi. Le retour des white suprémacistes. Il n'y a que la Russie finalement qui échappe à cette perte d'identité. Parce que 20 ans d'imposition, on peut dire pas vraiment de médias libres, une idée précise, une idée ferme, pas d'opposition. Et il n'y a que dans ce monde occidental, en Europe, il n'y a que finalement la Russie, par des voies biaisées, qui n'a pas cette perte de repères identitaires. Et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, et c'est ce qui fait la menace de la Russie au point de vue européen. C'est que s'ils ne sont pas capables de rassembler sous une forme d'identité qui unirait, qui projetterait vers l'avant, qui rendrait confiance aux gens, ils vont se faire manger par ceux qui, eux, apporte un message clair, une réponse claire. Et d'ailleurs, la Russie joue en Europe en finançant les partis anti-européens, en jouant avec Russia Today sur le chaos à l'intérieur, la perte de repères. C'est ce qu'ils font. Mathieu, merci. Merci pour votre opinion, merci pour votre participation, et merci pour le rendez-vous, et à tout à l'heure. Merci à vous. Au revoir, André.